C'est pas grave, on va directement continuer et on bascule de suite avec l'analyse fine de cette nouvelle saison de F1 avec le premier GP qui a eu lieu à Bahreïn. On est parti pour 23 courses et on est parti surtout pour une nouvelle saison avec un nouveau concept aérodynamique et une question. Est-ce que la hiérarchie s'en trouve bouleversée? Est-ce que l'hégémonie et la revanche Mercedes va-t-elle avoir lieu face à Red Bull? Est-ce qu'on n'aurait pas un nouvel acteur qui viendrait s'immiscer, ou même plus? Est-ce qu'on va garder les mêmes au fond de la grille? Est-ce que les mauvais élèves ont changé ou pas? Peut-être juste certains. Néanmoins, oui, voilà, on commence une nouvelle saison de F1 et ça fait très très plaisir. On notera en changement l'arrivée d'un nouveau. On a un rookie cette année, l'année dernière on en avait 3, cette année on en a un. Un chinois, premier chinois en F1 avec l'arrivée de Guan Yu Zhou, le chinois qui avait terminé donc 3e de la F2 derrière Schwartzman et derrière Piastri qui avait terminé premier. Guan Yu Zhou qui arrive du côté de Alpha. Bien évidemment, on espère beaucoup de merch et aussi quelques sponsors derrière, bien évidemment. Alpha qui a énormément de sponsors. Qu'est-ce qu'il y a comme changement à noter? On a quand même le retour de Albon en F1 du côté de Williams. On a Bottas qui part du côté de Alpha avec Guan Yu Zhou. On a aussi du côté de Haas Nikita Mazepin qui a été mis dehors suite à l'abandon du sponsor et qui est remplacé par un revenant, Kevin Magnussen qui retrouve l'écurie Haas. Et voilà. Et bien évidemment, George Russell, du coup, qui fait la bascule de Williams chez Mercedes. Il est temps de se lancer avec tout d'abord un petit point sur, comme je disais, il y a une nouvelle révolution, nouvelle réglementation niveau moteur, avec un gel des moteurs à venir, mais aussi une nouvelle réglementation principalement aérodynamique. Donc, coup dur, carrément, Oscar, pour Mazepin. Malheureusement, voilà. C'est un autre débat, il y a beaucoup de monde qui s'est prononcé là-dessus. Compliqué, mais on retiendra juste que en fait, il a été éjecté parce que surtout le sponsor suivait pas et il était chez Haas par son sponsor. Il n'y a plus de sponsor, il n'y a plus de Mazepin. On va chercher un autre pilote qui peut ramener des sponsors avec Kevin Magnussen. Nouvelle réglementation qui est principalement aérodynamique. Fini l'appui aérodynamique par-dessus. On remet en place un nouveau concept en aéro avec l'effet de sol. Concept qu'on a déjà vu en F1 il y a quelques dizaines d'années. Cette fois, on va pas avoir l'air en fait qui va venir appuyer sur la voiture. On va avoir l'air qui va venir en dessous de la voiture. Donc on ne le voit pas super bien, mais on a des énormes pontons qui viennent aspirer un peu l'air là, juste en dessous de la voiture. Et on n'a plus tous ces petits appendices là qu'on pouvait avoir, ce qui crée beaucoup moins de complexité sur ces niveaux-là. On va venir essayer d'engouffrer l'air, la faire s'accélérer en fait pour créer un appui. Donc l'appui, il est principalement au centre de la voiture maintenant. Pour créer un fameux effet Venturi. Hein, voilà, on sort ses compétences d'ingénieur, bien évidemment. Et donc, toute nouvelle réglementation, nouvelle voiture, et chacun, on est arrivé avec un nouveau concept. Et ce qui est dingue, c'est qu'aucune voiture ne se ressemble. Et ça, putain, qu'est-ce que ça fait plaisir! Comme quoi, hein, les cours de Mécaflux, ça sert, hein, ça sert à comprendre la F1. Hein. Et Martin qui est là, comment ça va? Ça part Mécaflux directement... tous les ingés qui arrivent, c'est beau. Nouveau concept, n'hésitez pas à regarder les voitures en détail, à les mettre l'une à côté de l'autre, mais déjà on peut le voir que ça n'a pas grand chose à voir. Hein. D'une année à l'autre, là, même sur l'aileron avant, l'arrière, ça a bien changé et c'est kiffant parce qu'on va avoir de l'argent qui sera investi et donc on va avoir des améliorations à chaque Grand Prix qui seront amenés sur les voitures. Ça va super, ça va super aussi, hein, la F1 de retour. On est heureux comme tout. J'hésitais à faire l'analyse fine, en plus j'en parlais avec Oscar, je fais pas chaud et tout, sauf que j'ai réfléchi à la F1 toute la nuit, là. Déjà ce matin en me réveillant j'étais en mode c'est trop bien, premier GP, il va en avoir 22 encore, c'est ouf. Et j'ai fait allez, on reprend les analyses fines, ça nous a trop manqué.
En parlant de nouvelle saison, on a une saison à 23 GP. C'est énorme. C'est énorme. Un max de flows, hein, bien évidemment, pour la FIA. On commence par Bahreïn, on terminera par Abu Dhabi. C'est du classique par rapport à la saison dernière. Changement au niveau du calendrier avec bien évidemment le Grand Prix de Russie qui est annulé. Qui a lieu au niveau septembre. On partirait plutôt sur un Grand Prix de Qatar, donc qui avait fait son début l'année dernière, qui viendrait remplacer le Grand Prix de Russie. À voir, il n'y a rien de validé actuellement. Si je devais vous donner quelques dates, on a bien évidemment le Grand Prix de France, qui est prévu toujours au Castellet en mi-saison. On va enchaîner directement avec Jeddah avant d'aller en Australie. Et ce sera super intéressant l'Australie, parce qu'on sera sur un premier circuit avec des virages très rapides. Et là, on va pouvoir voir un peu ce que donne ce nouveau modèle d'aéro, où on a eu un choix de ce modèle principalement pour permettre à la voiture de se suivre facilement dans les courbes rapides, éviter de créer trop de perturbations derrière. Donc, ce qui fait que derrière, ça crée un tout petit peu moins, j'ai envie de dire, d'aspiration en ligne droite. On l'a vu justement, enfin, on a vu des voitures très rapides en ligne droite, mais on l'a vu dans ce dernier Grand Prix, on avait moins d'aspiration en ligne droite, c'est pour ça qu'on va garder le DRS, je pense. Néanmoins, on va voir surtout en Australie si cette nouvelle révolution aéro fonctionne, et pour l'instant, on a l'impression que ça fonctionne, mais je pense qu'on peut voir un truc encore plus impressionnant en Australie. Donc let's go, le rendez-vous après, le 8 et le 10 avril pour le GP, on va regarder ça attentivement. Sinon, en dernière date à retenir, on va retenir Spa, parce qu'on y sera. On sera sur Spa, et ça fait kiffer, quoi. Les places ont été prises, le Grand Prix de Belgique, on y sera. Et si tout se passe bien, il y aura même de la F2, de la F3, donc ça va être une dinguerie. Autant dire que l'analyse fine en retour du Grand Prix de Spa va être épique. Le GP de Bahreïn a commencé, bien évidemment, par les premières qualifs. Première qualif où, en fait, c'était la première fois où plus personne ne pouvait se cacher. On a vu les premières voitures en mode... très peu d'essence dans le réservoir, on lâche tous les gaz et en fait ce qu'on pressentait c'est confirmé. On a vraiment la Ferrari Academy, j'ai envie de dire la Ferrari, la Scuderia qui se détache vraiment du lot avec derrière les Red Bull, donc Verstappen qui arrive à se glisser juste devant Sainz, pas le rythme malheureusement pour aller chercher Leclerc qui était vraiment en maîtrise mais totale de sa voiture, c'était impressionnant. Perez qui se détache un peu. Et derrière, oui, Hamilton est 5, mais très clairement, Hamilton avait un gap énorme. Et il est beaucoup plus proche des temps de Bottas que de Perez. Oui, 5e, juste derrière, mais il y a pour l'instant encore énormément de taf avec par exemple aussi un Russell qui était P9. Donc oui, il faut qu'il s'acclimate de la voiture, mais pauvre Russell qui se dit putain, pour une fois que j'arrive enfin chez Mercedes, on se retrouve avec une voiture qui n'est pas la plus compétitive. Ça doit faire un peu mal. Les deux surprises de cette qualif, elles sont bien évidemment avec Bottas P6 et Magnussen P7. On n'espère pas le même temps que l'année dernière. Oh Martin, j'espère tellement pas. Hein. Oh, si je vais en Belgique 3 jours sous la flotte pour voir les voitures faire uniquement 3 tours sous safety car, je vais pleurer. Hein. Je vais pleurer. Oh non. Ah non, en plus, je suis au niveau de on est au niveau de la source, là, de l'eau rouge. On a que hâte. On a hâte de voir les voitures passer à fond. On croise les doigts, hein. On croise les doigts. Je serais capable limite de regarder déjà les bulletins météo en mode c'est bon, il va pas pleuvoir. Pour dans 4 mois, chill. Donc oui, grosse surprise avec Bottas. Hamilton, Bottas qui suivent. Bon, c'est pas une si grosse surprise. Bottas P6 avec une Alfa Romeo. Pardon? Pardon? Allô? Y a quelqu'un? J'entends pas. Bottas P6 avec une Alfa Romeo. Attends, plus grosse surprise? Qui est P7? Magnussen? Allô? Magnussen qui est de retour? Qui a pas fait les essais de Barcelone? Qui met la voiture P7? C'est une Haas. Ah, hein? Ouais, d'accord. Ok. Waouh, c'est impressionnant. Surtout que derrière, ils mettent un gap mais énorme à leur coéquipier. Donc Guanyu Zhou qui est 15e. Après, c'est sa première saison, première course en F1. C'est compréhensible sur ses qualifs. Schumacher qui est P12. Waouh. Attention, hein. Attention, Mick. Pas falloir laisser son coéquipier lui mettre un vent trop loin. Sinon, derrière, on a l'enchaînement avec les deux Alpines. Pierre Gasly qui a poussé sa voiture au maximum de ce qu'il pouvait.
Et ensuite, derrière, la surprise, c'est du côté principalement de McLaren, qui ne fonctionne pas du tout. Après des premiers essais assez intéressants, en fait, elle ne fonctionne pas du tout, cette McLaren, on s'en rend compte. Il reste énormément de taf. Énormément de taf, et pareil, une Aston Martin qui ne fonctionne pas non plus. Néanmoins, il y a un truc à souligner du côté d'Aston Martin, c'est qu'on a enfin encore eu le fameux pilote remplaçant par excellence. Le plus grand intérim de la F1 était de retour, monsieur Nico Hülkenberg était là pour remplacer directement Vettel. Vettel qui avait été testé positif au Covid. Et donc on a monsieur Hülkenberg qui est venu directement en remplacement de Vettel. Et donc on a un Hülkenberg qui pilote pas du tout actuellement, qui se laisse bien d'aller tranquillement, qui est pas du tout en condition physique, qui avait jamais encore fait piloter ces nouvelles voitures, qui arrivent à nouvelle réglementation. Oula, ça freine bizarre vos voitures et tout. Il vient quand même déposer Stroll en qualification. Voilà, ça la fout très très mal pour Stroll. Ça la fout très très mal et ça montre à quel point encore Hülkenberg est un putain de talentueux. Et ouais, je suis heureux de voir Magnussen là, mais j'aurais très clairement préféré Hülkenberg à sa place. Bref, ça c'est totalement autre chose et ça implique d'autres conséquences. Hashtag le caramel. Les 4 choses à retenir avec les 4 roues motrices de ce Grand Prix de Bahreïn, parce que oui, il s'est passé des choses. Et ça a commencé avec quelques batailles. On a eu quelques batailles en piste et ça c'est quand même kiffant parce qu'elles sont belles ces voitures et elles permettent aussi de se battre. Et c'est surtout ça qu'on attendait. On voulait pas trop des voitures qui surchauffent, qui n'arrivent pas à suivre, etc. Et on a eu des belles batailles. Alors belles batailles, on va peut-être pas parler du contact qu'on a eu entre Ocon et Mick. Donc apparemment contact qui aurait du coup roue contre roue, tout simplement. Mick Schumacher qui fait un 360, qui arrive à rattraper sa voiture dans les premiers virages, improbable. Contact apparemment qui aurait perturbé un peu la direction de Mick, voiture qui répondrait plus bien, c'est pour ça qu'il a galéré un peu, qu'il n'a pas réussi à avoir le même rythme que Kevin. Néanmoins il s'était fait déposer pendant les qualifs, voilà. Mais sinon bataille qu'on a eu aussi principalement pendant 3 tours entre la Ferrari et aussi entre la Red Bull. Donc ça a enchaîné avec des gros freinages au niveau du virage 1, au niveau du virage 4. Donc on a Red Bull avec Max qui dépassait Charles Leclerc au niveau du virage 1. Leclerc qui lui remettait au virage 4, donc après les zones de DRS. Et surtout on a pu s'apercevoir que de manière générale la Ferrari était plus rapide que la Red Bull, mais la Red Bull avait une vitesse de pointe plus importante que la Ferrari. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle énormément du nouveau moteur Ferrari là, qui a l'air incroyable. C'est pour ça aussi qu'on voit les Haas et les Alfa Romeo aussi bien positionnés, je pense. Néanmoins, la Red Bull a un moteur et une vitesse de pointe plus intéressante. Donc ça c'est vraiment pertinent, on va voir un peu les évolutions, ce que ça donne. Il y a peut-être encore de l'amélioration à aller chercher de chaque côté. Mais ces voitures peuvent se battre et ça c'est kiffant quoi. Et ça, c'est kiffant. Deuxième enseignement de ce Grand Prix. On a changé les pneus. Je sais pas si vous l'avez vu. On quitte les tailles 13 pouces. Bienvenue au 18 pouces. On arrive sur des tailles basses. Donc avant, on voyait de la gomme de là jusque là. C'était un truc énorme. Là, on reprend des 18 pouces, des tailles basses. Ce qui fait totalement un changement de pneu. Le pneu il réagit plus du tout pareil. Ça change quoi du coup ? J'y viens justement, mon petit Oscar. C'est que derrière, en fait, le pneu et la gomme va pas venir se chauffer de la même façon. Et ils ont même procédé à des nouveautés au niveau de la gomme en elle-même et de l'alliage qui est au niveau du pneu. Ce qui fait que on n'a pas les mêmes freins, on n'a pas les mêmes disques, on n'a pas les mêmes épaisseurs. Ce qui fait que la gestion de la température du pneu, elle va être totalement différente. Alors oui, c'est beaucoup plus joli, mais derrière, faut se rendre compte que ça crée ici une zone beaucoup plus importante, donc crée encore plus de perturbations qu'il faut venir gérer, ce qui est important, et ce qui crée ici surtout beaucoup moins d'épaisseur pour le pneu. Ce qui fait que on a moins d'épaisseur, garder son pneu en température, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on a plus de dégradation ? Est-ce qu'on tombe plus vite dans des performances moindres? Et c'est ça qui a été super
intéressant dans ce Grand Prix, c'est qu'on a pu analyser tout ça. Alors déjà, première chose intéressante à savoir, c'est que en sortie de stand, donc pit stop, ces pneus sont beaucoup plus lourds. Donc déjà, on va plus voir en fait les performances incroyables et on voyait des mécanos qui galéraient à porter la roue jusqu'au moyeu pour venir mettre cette nouvelle roue. Donc on verra pas de nouveau record au niveau des pit stops cette saison, j'en suis certain. Au contraire, on est sur des temps beaucoup plus complexes. Les mécanos ont encore besoin de se roder un peu à ces nouveaux pneus beaucoup plus lourds. Information intéressante, c'est que les couvertures chauffantes qui sont au niveau des pit stops, on a baissé les températures. Avant, on était sur du 100 degrés à l'avant, 80 degrés à l'arrière. Maintenant, 70 degrés à l'avant, 70 degrés à l'arrière. Et ça change énormément de choses parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps en sortie de stand pour venir mettre ses pneus en température. Et on l'a vu avec par exemple Lewis Hamilton qui est venu pousser très tôt son arrêt, mettre des hards et glisser comme pas possible. Impossible pour lui de choper de l'adhérence. Alors oui, en milieu de piste, en milieu de tour, c'est bon, il avait réussi à mettre ses pneus en température, même si je pense pas que mettre de la gomme dure était un bon choix. Ça c'est autre chose. Néanmoins, c'est un truc très intéressant, c'est qu'on a pu voir justement pendant la bataille avec par exemple Ferrari et Red Bull, c'est que alors l'undercut est un peu plus complexe à gérer étant donné que on prend plus de temps à mettre ses pneus en température. Néanmoins, il a marché, on l'a vu avec un Max Verstappen qui arrivait à reprendre quasiment 3 secondes à Charles Leclerc avec cette stratégie-là. Néanmoins, c'est une super opportunité d'attaquer parce qu'on avait par exemple Verstappen qui s'arrêtait un tour en avant, Charles Leclerc qui était obligé de répondre instantanément, sinon il aurait dû décaler sa stratégie. Et bah en fait le problème c'est que les deux arrivent en même temps et Charles Leclerc est en difficulté sur sa gomme parce qu'elle n'est pas chauffée. Elle n'est pas chauffée, elle l'est beaucoup moins que l'année dernière et du coup il est en glisse permanente et surtout il faut pas bloquer ses roues. Il faut surtout pas bloquer ses pneus parce que là on pourrait les dégrader pour l'ensemble des prochains tours et ça pourrait être une catastrophe. Donc on est sur des pneus où on sent que les équipes sont encore en train de se jauger. Il y a plein de choses pertinentes, mais surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de pit stop. Donc visuellement, on se rend compte que ça a l'air de beaucoup moins se dégrader. Donc on voit pas les collerets qui se forment, etc. Mais néanmoins, les pneus tombent ultra rapidement dans des performances beaucoup moins intéressantes. C'est pour ça qu'on a eu par exemple 2 arrêts au stand cette course. Alors que si on regarde par exemple les stats de Pirelli de l'année dernière, il n'y a eu qu'un arrêt avec les anciens pneus. Du coup, ce qui fait que on va être sur des tentatives et des fois même beaucoup plus potentiellement des 2 arrêts qui peuvent convenir, alors que l'année dernière, on était sur du quasiment uniquement un arrêt. Attention, on reste avec Bahreïn sur une piste très agressive pour le pneu, avec des gros freinages, donc on verra, on aura encore des courses avec un arrêt, mais des fois il y aura peut-être cette nouvelle stratégie à 2 arrêts qui pourrait être pertinente. Donc on parle des pneus, on aura l'occasion d'en reparler, ça change tout. Stratégiquement, il y a plein de choses intéressantes, le pneu hard qui a pas l'air de tout fonctionner. On verra ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mais je trouve ça ultra intéressant de pouvoir revenir là-dessus. Allez, bisous Oscar. Troisième petite analyse de ce genre GP, et c'est concernant la fiabilité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais premier GP de l'année dernière, beaucoup de problèmes de fiabilité, comme à chaque fois. Et là, les problèmes de fiabilité, cette fois, ont touché. J'ai pas vu aussi Martin, bye bye. Ah, mais oui, je comprends rien. Oh là là, c'est une catastrophe. Allez, tchuss Martin. Et Oscar, en fait, qui est toujours là. Je dis n'importe quoi, c'est terrible. Donc oui, je disais, problèmes de fiabilité qui ont principalement touché du côté des motoristes Honda. Alors ça a commencé en... on était plutôt en fin de Grand Prix, il devait rester une dizaine de tours. Il restait un peu plus d'une dizaine de tours avec Alpha Tauri et surtout Pierre Gasly. Directement, en fait, le moteur qui lâche totalement en fin de tour. Moteur lâche totalement, prend feu. Des images qu'on n'aime pas du tout voir, malheureusement. Pierre Gasly qui arrive bien à s'extraire, c'est compliqué, de sa voiture. Donc ça, c'est encourageant. Voiture qui prend totalement feu, safety car. Malheureusement, on allait chercher des points intéressants du côté du pilote français. Ce ne sera pas sur cette course-ci.
Mais c'est pas grave. Il y aura l'occasion de rechercher des points, mais c'est toujours dommage de voir en fait des voitures avec des problèmes moteurs dès la première course. Ce sera analyser exactement ce qui s'est passé. S'extraire, hein. Ouais, merci Oscar. Je galère. Hein. Mais surtout, on parle de problème de fiabilité, et ce problème de fiabilité ensuite a touché non pas Pierre Gasly, mais ensuite on a eu un problème de fiabilité du côté de Red Bull avec Max Verstappen qui depuis le début de la course se sentait pas trop, avec des problèmes principalement au niveau de sa direction assistée, de ce qu'il disait, un ressenti volant qui marchait plus du tout. Donc on se dit, bon, bah, problème avec la direction assistée, Max, on peut pas faire grand chose, débrouille-toi. Problème qui empire de plus en plus. Bonne chance, hein, quand on n'a plus de direction assistée, ou une direction assistée qui répond pas forcément toujours de la même façon pour conduire des bolides qui vont jusqu'à 300 km/h. Ça doit être facile, hein. Ça doit être tranquille. Néanmoins, il se débrouille, et jusqu'à ce qu'on voit, pendant les 6 derniers tours, malheureusement, il y avait 6 tours de 3 à parcourir, le système de récupération d'énergie de Max Verstappen qui arrête pas de clignoter. Donc pour information, quand on voit une petite loupiote à l'arrière rouge sur les F1, c'est pas que ces dernières sont en train de freiner, mais c'est que ces dernières sont en train de faire de la récupération d'énergie. Donc ça se fait souvent sur des freinages, ça peut même se faire sur d'autres phases. C'est pour venir en fait réalimenter les batteries, et pour en fait des fois soit réattaquer, soit venir se défendre en allant puiser de l'énergie en plus dans les batteries. Et on voit cette lumière qui arrête pas de s'activer, alors que normalement on ne fait pas de la récupération de l'énergie en non-stop, jusqu'à ce qu'on ait le moteur qui lâche totalement. Je crois que c'était 6 tours avant la fin. Je me le suis pas noté en note? Non, c'est dommage. Je crois que c'était 6 tours avant la fin, le moteur qui lâche totalement, et on perd la voiture de Max. Alors on se demandait un peu, est-ce qu'on était sur un problème sur la pompe, un problème au niveau moteur, un problème sur la récupération d'énergie? Et bah pour l'instant, du côté de Red Bull, on cherche encore, et on n'a pas identifié, au tout cas, on n'a pas communiqué sur cette problématique. Et surtout, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que 5 tours après, sur le dernier tour, et bah Daniel Ricciardo. Ça, c'est anciennes habitudes de le voir chez Red Bull quand il performait encore. Tristesse. On a du côté de Perez. Perez qui est à P3, qui part pour quand même venger un peu son coéquipier qui devait terminer normalement P2. Donc Perez qui partirait quand même pour aller chercher la breloque avec la 3e place. Et bah dernier tour, Perez, même problème que Max Verstappen. On voit les lumières récupération d'énergie qui n'arrêtent pas de clignoter. Et pareil, le moteur qui shut down totalement. Il part en tête à queue au premier virage parce qu'il y a son moteur qui coupe. Et malheureusement, les deux Red Bull qui scoreront aucun point. Et c'est un peu compliqué. Donc peut-être qu'on a essayé de pousser les moteurs au max pour voir ce que ça donne. Il y a eu des changements qui ont dû être opérés bien évidemment cet été. Pendant la pause principalement, plus que cet été, sur les moteurs. Faut aller vraiment chercher de la fiabilité, parce que là sinon ça va être très compliqué, parce qu'on a Ferrari justement qui a créé un petit gap avec le doublé. Charles Leclerc qui a masterisé mais totalement cette course en créant à chaque fois un gap. On a vu surtout un écart de performance avec son coéquipier Carlos. Carlos qui va chercher néanmoins tout de même la 2e place suite à l'abandon de Max Verstappen. Et du coup on a le doublé. Après 2019, et c'était au niveau de Singapour le doublé Vettel, Charles Leclerc, et ben on a Charles Leclerc qui gagne sa 3e course et qui vient proposer un nouvel doublé pour la team Fefe et la Scuderia qui est sur la 2e marche du podium et qui marche très très bien, cette voiture qui est très jolie mais surtout qui est très rapide, aussi bien dans les virages que en reprise. Surtout, on voit que c'est pas eux pour l'instant qui ont la meilleure pointe de vitesse, mais c'est pas grave. On a un Charles Leclerc qui revient en fait au plus haut niveau, et ça fait plaisir parce qu'on l'avait pu voir justement sa saison avec Vettel où on sentait qu'on avait un peu un Charles Leclerc qui pouvait reprendre le devant. Ce doublé est magnifique au CA. Ferrari qui est de retour, c'est forcément bon en fait pour la F1 que Ferrari soit performant. Et on s'en rendait compte avec les 2 dernières années. Alors,
L'année dernière, ils vont chercher la 3e place au constructeur, oui, mais on voyait vraiment un gap immense, et l'année d'avant, c'était l'horreur. Donc on a eu un peu 2 années de galère, même si l'année dernière, on commençait à avoir des bons signes côté Ferrari. 2 années de galère pour Charles Leclerc, qui avait montré pourtant un potentiel de dingue. Et là, là c'est bon, la voiture est là, on a fait un taf incroyable sur le moteur, et on attend de voir la performance. Alors attention, bien évidemment, toutes les voitures vont évoluer. Je dis pas que Ferrari, c'est bon, a dominé l'ensemble des courses. Il y en a 23, il en reste encore 22. Et on va investir énormément cette saison. On va investir énormément avec des potentiels assez ouf du côté de chez Mercedes si jamais ça marche. Red Bull, on va continuer à bosser, bien évidemment. On peut aller la chercher, la Ferrari. C'est exactement ce que disait Max Verstappen. On se sentait à la ramasse, mais on s'est rendu compte qu'en rythme de course, on peut aller les chercher. Il y a encore plein de typologies de circuits qu'on n'a pas vues. Néanmoins, c'est un beau gap. C'est un beau gap pour Ferrari qui vient engranger des premiers points solides. Et Hamilton qui revient encore avec la chatte à Lewis en galère en qualif, qui vient chercher quand même une P5 en qualif et qui termine sur le podium avec Russell juste derrière lui. Même quand rien ne va du côté de chez Mercedes, en fait tout va au maximum de ce qu'ils auraient pu aller chercher. La surprise bien évidemment, elle est du côté de Magnussen qui partait P7, qui faisait sa course mais pépère. Alors oui, on revoit le Magnussen très incisif sur ses batailles sur piste, etc. Je crois qu'il va nous faire des dingues cette saison, mais néanmoins il vient chercher des gros points parce qu'il avait le rythme en fait. Il avait vraiment distancé derrière les Alpines, les Alfa Romeo. Et étant donné qu'on a eu les 2 abandons de Red Bull, ça vient chercher 10 points. Ça faisait 40 courses. 40 courses que Haas n'avait pas marqué de points. Magnussen revient, Magnussen marque des points. Très clairement, à suivre. À suivre la Haas. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre de l'avoir aussi haut dans le classement. On enchaîne derrière avec Bottas. Bottas qui va chercher des points importants. Déception quand même du côté de Bottas parce qu'on nous a fait une classique du côté de Bottas, c'est qu'on a totalement loupé son départ. On partait on partait juste derrière Lewis, donc on était P6, pardon, petit doute là. P6 du côté de Bottas, on loupe son départ, on se termine P11 si je dis pas de bêtises. Donc il nous faisait la même du côté de Mercedes, il nous fait la même ici. Néanmoins la Alpha a du rythme et Bottas arrive à en extraire avec surtout des très bons calls du côté de Alpha au niveau de la pit lane. Et ensuite on enchaîne avec des gens qu'on a un peu plus l'habitude de voir dans les points. Alpha Tauri, donc avec un Tsunoda qui profite aussi l'abandon de Gasly pour être le seul à marquer des points. Donc il en avait marqué ses premiers points l'année dernière lors de cette course. Il continue. Ocon qui dépasse Alonso. Ocon qui a énormément de performances. Donc ce sera intéressant de voir est-ce que c'était le fait qu'il y avait des spécifications un peu différentes d'Alonso pour ce Grand Prix. Je sais pas. Et Guan Yu Zhou, le rookie qui vient marquer ses premiers points de la saison. On aura une petite pensée pour McLaren qui est en très grande difficulté, qui termine au bout du roulax alors que les essais s'étaient très bien passés à Barcelone. Je sais pas si c'était encore les problèmes de frein, j'ai pas l'impression qu'il y ait que les problèmes de frein là. La voiture elle a de la performance nulle part, va falloir aller régler tout ça très rapidement. Le Golden Ninou est de retour et le Golden Ninou, il était obligatoire de le donner à notre petit K-Mag. Donc c'est bien évidemment son surnom, on parle de Kevin Magnussen qui est de retour chez Haas et qui vient surtout mettre 10 points du côté de chez Haas. Voilà. Et ce que je trouve encore plus d'impressionnant, c'est que oui, alors on n'est pas dans le même cas qu'un Hülkenberg qui revient de nulle part, qui était en train de bouffer ses moules frites là, qui est appelé en mode faudrait piloter, qui est hors de forme, qui a pas du tout fait d'essai. Kevin Magnussen a pu faire les essais à Bahreïn, néanmoins il n'a pas fait les essais à Barcelone et il était en forme parce qu'il était encore en contrat avec Peugeot du côté de la team Racing. Donc il était en forme et il continuait de piloter, néanmoins il a fait que la moitié des essais et surtout il vient claquer une mandale à Mick en différence de qualif. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant la différence alors que Mick avait pu tout tester la voiture, une voiture qui a plus été conçue normalement pour Mick, logiquement. Et le Magnussen, il est là.
il est là, il est au taquet et il va mettre la As dans les points assez régulièrement si ça continue comme ça. Attention parce que tout le monde va améliorer la voiture. Il va falloir aussi améliorer du côté de chez As et on sait que niveau amélioration, si on veut, on peut reparler avec Grosjean là-dessus, c'est pas les meilleurs du côté de chez As. Néanmoins, impatient de voir ce que ça va donner de ce côté-là et de voir s'il va y avoir une réaction d'orgueil, surtout de la part de Mick Schumacher. Bon bah j'espère que cette petite analyse fine vous a fait kiffer. Moi, je suis en excitation maximale suite à un retour de la F1. Ça fait, mais alors tellement plaisir, putain. Surtout que cette révolution aéro a l'air d'être une réussite pour le moment. On va voir sur d'autres circuits ce que ça donne. On va surtout regarder attentivement ce que vont nous proposer chaque écurie en amélioration. Parce que alors là, c'est reparti, mais ça bosse dur dans les écuries. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir parler encore. Néanmoins, je voulais faire un tout petit mot. Oh là là, en plus les petits Poachi parties qui sont de sortie du côté de Oscar, merci bien. La F1 est de retour, mais surtout la F2 et la F3 aussi est de retour. Et on était obligé de faire une petite dédicace avec un énorme cocorico. Parce que on a des Français dans toutes les catégories, mais on a surtout des gagnants dans toutes les catégories. Et ça a commencé très, très, très lourd. Ouais, ça avait commencé du coup en F3, bien évidemment, avec le rookie en F3, donc qui est juste ici, qui est français, qui est tout jeune, bien évidemment. C'est monsieur Isaac Hadjar, donc qui a gagné la course sprint en F3. Victor Martins, qui est juste ici, qui fait sa deuxième saison, hein, du coup, en F3, qui gagne la course principale. Donc on n'a plus les conneries d'avoir 3 courses, on n'en a plus que 2, une course sprint et une course principale. Donc Victor Martins, français, qui gagne la course principale. Et le TT, le poupou, le Théo Pourchère, qui a fait des choses un peu à ses cheveux, c'est bien, qui gagne la course principale de F2 après une grosse déception sur la course sprint où il y a une casse moteur, malheureusement il a même pas pu arriver jusqu'à la fin de la course. Et bah le Théo, le poupou, qu'est-ce qu'il fait? Eh bah ni une des deux, il reprend et il part pour gagner sa première course, enfin pas sa première course hein, bien évidemment, ça doit être sa 3e victoire d'ailleurs. Hein. Si je dis pas en course principale, je crois que c'est sa 3e victoire en course principale en F2. 2e année de F2 pour Théo Pourchère, c'est vraiment son moment. Et il fait partie bien évidemment des favoris pour aller chercher le titre, comme Victor Martins fait partie des favoris en étant du côté de l'écurie Art GP. Pourquoi on a toujours des épis sur les photos, les Français? Ah ouais, j'avoue. Hein. Ah bah, après, Isaac, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il met la petite casquette Pirelli, il n'y a pas de problème. Après, Théo, on a eu bien pire. Hein. Là, j'ai envie de dire que niveau cheveux, on est sur sa version soft. Hein. Attention. Hein. Attention. J'avoue qu'il n'y a rien qui va au niveau coiffure. Souvent, ça va pas du tout. Victor Martins, d'habitude, c'est un peu mieux. D'habitude, c'est un peu mieux. On va dire qu'il y avait peut-être un peu de vent. Je pense qu'il y avait un peu de vent. Ouais. Ça me tue parce que Victor Martins, qui est en mode pilote sérieux, Pourchère qui fait n'importe quoi à chaque fois sur ses photos, ça me fume. Je voulais en claquer une petite dernière. Une petite dernière en MotoGP. MotoGP où il y a quand même eu, non pas une victoire malheureusement, mais pour la 2e course, on était du côté de l'Indonésie, on a eu un podium. 2e podium français après le premier la saison dernière, avec le champion du monde en titre, qui a terminé 2e, et Johan Zarco, qui vient chercher aussi la 3e place, donc podium. Avec en plus une situation horrible en MotoGP. On s'est levé tôt, la course a été décalée, on était dégoûtés dimanche. Néanmoins, on a pu voir la magnifique remontada de Fabio Quartararo, donc qui est pas à l'aise normalement sous la pluie. C'était des trompes d'eau immenses. On a même eu à un moment donné un éclair qui s'est abattu sur le circuit en Indonésie. C'était improbable, on se serait cru dans Mario Kart. On a vu la caméra avec l'éclair qui tombe. Improbable. Mais en Indonésie, on a une nana qui est venue faire une danse de la pluie. La pluie s'est arrêtée. Néanmoins, on a eu un circuit et bien évidemment une course raccourcie, mais sur circuit, mais alors totalement full wet. Et on a eu un Français qui est pas normalement ultra à l'aise hein, sur... Donc notre champion du monde, il est pas à l'aise normalement sur la pluie et ça s'est vu parce qu'il partait P1, il descend, sauf que c'est un fast learner, et il a appris
petit à petit, El Diablo a appris sous la pluie et est devenu en mode le plus compétitif. Jusqu'à, en fait, on laissait encore 6 tours et il prenait la pole, il prenait la P1. Donc intéressant parce que la Yamaha, on la voyait un peu dans le trou du cul du monde suite à la première course, mais en fait, elle est là. Et on a El Diablo qui est là, surtout. Donc ça va être intéressant aussi de suivre ce qui se passe du côté de la MotoGP. Et ben voilà, on a fait le tour. On va remettre un peu de son là, pour la fin de ce live. Il est quelle heure ? 20h14. Bah c'est bien. Bah c'est bien, pour une fois on n'a pas fait trop long.